Donc, on s'en va maintenant vers notre deuxième panel de discussion qui va porter sur le reprenariat. Avant d'aller vers nos 4 prochains invités, on va toutefois visionner une petite entrevue qu'on a faite avec Bernard Généreux, qui est notre député en dans la région ici, mais qui est aussi entrepreneur. Donc, on a parlé avec lui là, de comment sa fille a repris son entreprise. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de Personne n'en parle, on s'entretient avec Bernard Généreux. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour. Donc, Bernard Généreux est très connu dans la population ici, premièrement en tant que notre député fédéral ici dans le comté. Par contre, il y a peut-être des gens qui le savent moins. Bernard Généreux est avant tout un entrepreneur. Tout à fait. Tout à fait. Depuis longtemps? Depuis longtemps, justement, c'est ça. Donc, parlez-moi un peu là, de votre entreprise. Depuis combien de temps que ça existe, puis qu'est-ce que vous faites? OK. Base 132. C'est le nom de l'entreprise, est situé à la Pocatière. Le bureau chef est situé à la Pocatière. On est au départ, c'était une imprimerie. Donc, j'étais dans ce domaine-là depuis 1980. Okay. Donc, mais en 93, j'ai décidé avec mon associé d'acheter une portion d'une autre entreprise qui s'appelait Graphie 222, qui existe toujours d'ailleurs à la Pocatière. Et c'était un département d'imprimerie. C'est moi qui l'avais un peu débuté en 88 quand je suis revenu à la région. Et donc, on offre maintenant une gamme on a fait 13 acquisitions au fil des ans, donc on offre une gamme essentielle de toutes sortes de produits de communication qui passent par le web, les médias sociaux, les enseignes. On a acheté une entreprise d'enseignes l'année dernière, le grand format, l'imprimerie traditionnelle, l'imprimerie numérique, etc. Donc, toute une gamme de services là, pour communiquer, essentiellement. C'est ce que est devenu maintenant à base 132. Avec plusieurs points de service, là, on en a un ici à Montmagny sur le boulevard Taché. Là. Effectivement, nous avions 7 bureaux. Avec l'autre entreprise qu'on a achetée à Rivière-du-Loup, on a fusionné les 2 bureaux, donc on en a 6. Et bientôt, on va en avoir 5 parce qu'on essaie de regrouper le plus possible maintenant. Au fur et à mesure des acquisitions, on essaie de regrouper la production à la Pocatière, mais le bureau à Montmagny va toujours rester ouvert quand même, là, parce que dans les plus grandes villes, on laisse tous nos bureaux ouverts. C'est important d'être capable de donner le service là, rapide dans les plus grands milieux. Mais c'est une belle entreprise et j'en suis très fier parce que souvent, on dit qu'au bout de 5 ans, il y a peut-être la moitié des entreprises qui ne traversent pas le 5 ans. Nous, ça va faire 31 ans, donc on peut dire qu'on a passé plusieurs tempêtes. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de l'entrepreneurship. Justement, dans cette entreprise-là, maintenant, il y a votre fille, Kayla, je crois qu'elle s'appelle. Tout à fait. Qui est présentement directrice générale. Parlez-moi un peu d'elle. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans l'entreprise avec vous? Écoute, Kayla, elle est née avec l'entreprise, elle a 34 ans. OK, oui. Et j'ai des photos où elle ramasse du papier, elle a 5 ans. Là, donc, elle est née dans l'entreprise. Elle est l'entreprise, finalement, presque comme ça. Je pourrais m'exprimer comme ça. Donc, officiellement, elle est dans l'entreprise depuis 10 ans. Okay. Elle a fait un cours universitaire à distance en même temps qu'elle travaillait au bureau. Donc, elle a un bac en communication. Et elle a une bac en communication et en gestion de projet. Des cours qu'elle a fait à l'université, un petit peu à Lévis, mais avec l'UQAR, mais le bureau de Lévis, mais beaucoup à distance. Et avec l'entreprise qu'on a achetée l'année dernière, l'entreprise d'enseigne, il a fallu qu'elle retourne à l'école quelques mois pour faire son RBQ, parce que ça prend une licence pour installer des enseignes, là, ça prend une licence de RBQ. Donc, et qui est là, ben, écoute, elle connaissait déjà plus l'entreprise que moi-même, parce que ça fait déjà un certain moment que je suis parti de l'entreprise. Et elle a acheté les parts l'année dernière de mon associé, avec qui j'ai été pendant 30 ans. Donc, on est une entreprise 100% familiale maintenant. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus, peut-être, le reprenariat au niveau familial? Est-ce que vous croyez que c'est peut-être plus facile, peut-être plus difficile? Est-ce que c'est beaucoup de pression pour les enfants, peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, comment je peux dire? Je pense qu'il faut apprendre, nous, les entrepreneurs, à faire confiance. À faire confiance parce qu'évidemment, la vision que les jeunes peuvent avoir, peut-être de génération en génération, les choses changent, bien sûr, les choses évoluent. Et il faut faire confiance à la relève qui est en arrière de nous. Et évidemment, ça amène des discussions, ça amène des réflexions. Mais encore une fois, je pense qu'il faut être ouvert à la modernité, puis aux choses du moment. Tu sais, il y a des éléments sur lesquels je ne serais peut-être pas allé, mais bon, elle a décidé que ça fait. Tu sais, je veux dire, faut qu'elle prenne, faut qu'elle amène l'entreprise à ses valeurs à elle, puis à sa condition et tout ça. Donc, c'est important de faire confiance. Ceci dit, d'être entrepreneur aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est facile. Ça n'a jamais vraiment été facile, il faut le dire, mais c'est un choix de vie qui est absolument extraordinaire. Puis moi, je pense que j'ai su partager ça avec ma fille, qu'elle veuille devenir entrepreneur. Et il
il y a des conditions maintenant qui sont, particulièrement pour les jeunes femmes par ailleurs, qui sont vraiment en place pour les aider à prendre la relève dans l'entreprise. Et il y a de plus en plus de femmes qui prennent la relève d'entreprise de leurs parents. Et ça, moi, je trouve ça super beau. Il faut continuer à mettre les conditions pour améliorer ou faire en sorte que les jeunes puissent aller en entreprise. Parce qu'il y a une évaluation qui a été faite, qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'entrepreneurs qui vont prendre leur retraite dans les 12 prochaines années, 10-12 prochaines années. Il y a de la place. En terminant, comment est-ce que vous voyez justement l'avenir pour les entrepreneurs dans la région? Ou est-ce que vous croyez que ça va être peut-être plus difficile qu'avant ou bien Non. au contraire? Non, pas nécessairement. En fait, difficile dans la mesure où il faut trouver des jeunes, parce qu'on l'a dit tantôt, notre société est vieillissante, on a moins de jeunes un peu, puis les jeunes, souvent, ils partent aux études, ils ne reviennent pas tout le temps en région. Je pense qu'il faut conditionner nos jeunes à vouloir revenir puis à reprendre nos entreprises, parce qu'on a vraiment des belles entreprises dans la région. Et sincèrement, je pense qu'il doit y avoir des facilités aussi de la part des entrepreneurs de faciliter cette transition-là en faisant aussi ce qu'on appelle du love money dans une certaine mesure, ou en fait d'être en balance de prix de vente, en tout cas de donner des conditions qui vont favoriser le reprenariat par les jeunes. Et ça, moi, je travaille beaucoup là-dessus aussi parce que je pense que le message est important. Tu sais, oui, on veut encaisser. Il y a des conditions fiscales ici qui sont à respecter. Il y a des changements qui ont eu lieu. D'ailleurs, c'est aussi payant maintenant de vendre à un membre de sa famille que de vendre à un étranger, ce qui n'était pas le cas. C'est ça, avant, c'était vraiment, on était quand même pénalisé là, pour vendre à quelqu'un de sa famille. Là, c'est plus le cas, donc on a les mêmes conditions. Donc ça, c'est un avantage de vendre à un membre de sa famille. Mais ça peut être des gens qui sont de l'extérieur de la famille ou des employés, mais qui veulent à 1, 2, 3 ou se regrouper plusieurs pour reprendre l'entreprise, parce que des fois, quand c'est des plus grandes entreprises, c'est beaucoup d'argent aussi. Là. Mais moi, j'encourage tous les jeunes, là, puis je vais le dire à l'écran, j'encourage tous les jeunes vraiment à regarder cette option-là, parce que c'est une option qui est réaliste, c'est faisable, c'est réalisable. Et écoute, moi, j'ai toujours réalisé mon rêve. J'ai jamais eu l'impression de travailler dans ma vie. Alors, parce que j'étais à mon compte. Je travaillais pour moi, tu comprends? Donc, moi, j'ai toujours trouvé que c'était la plus belle chose qu'il n'y avait pas. Là. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Généreux, d'avoir pris quelques minutes pour vous entretenir avec nous. Donc, on retourne maintenant vers notre panel de discussion. Nous sommes de retour en studio à Personne n'en parle. Donc, nous sommes maintenant avec notre deuxième panel d'invités pour aujourd'hui. Pour notre deuxième sujet, vous l'avez peut-être compris avec l'entrevue de Bernard Généreux qu'on vient de visionner, qui est le reprenariat. Donc, malheureusement, M. Généreux ne pouvait pas être là aujourd'hui avec nous. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une entrevue un petit peu d'avance pour vraiment nous mettre l'eau à la bouche pour ce qui s'en vient par la suite. Donc, on a maintenant un panel de 4 invités. Bonjour. 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 Puis, j'ai aussi changé d'animatrice. Donc, j'ai la chance d'animer ce nouveau panel-là en compagnie de Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-Lillet. Bonjour Mireille. Bonjour. Donc, je te laisse nous présenter les invités. Effectivement. Alors, merci beaucoup à vous quatre d'être avec nous. Ce soir, on aura le privilège d'échanger de gauche à droite avec Valérie Lebel, Frédéric Corriveau, Pascal Pelletier et Normand Gauvin. Mais avant d'aller, de vous permettre de vous présenter, parce que soyez assurés qu'on va y revenir, je pense que Cathy, tu as une invitée spéciale pour nous. Mais oui, nous allons maintenant du côté de notre public pour parler avec Amélie Carrier du CETEC. Donc, premièrement, Amélie, si vous pourriez m'expliquer un peu c'est quoi le CETEC, c'est quoi le reprenariat en général? Oui, donc, mon Dieu, ça va pas bien. Excusez. Le Centre de transport d'entreprise, c'est une organisation de développement économique, moteur de développement économique neutre et confidentiel qui vise à assurer la pérennité des entreprises au Québec. On est une équipe conseil de 23 conseillers répartis autour de la province de Québec. C'est une solution unique pour vendre et acheter une entreprise. Donc, c'est une équipe conseil dédiée à accompagner cédants et repreneurs afin de vendre ou acheter une entreprise et une plateforme de mariage confidentiel qui aide à mettre en relation donc un acquéreur potentiel et quelqu'un qui désire vendre son entreprise qui n'a pas de relève identifiée. Le reprenariat, c'est honnêtement un mot que j'avais pas tant entendu avant les 2 dernières années, je dirais, là, qu'on entend énormément ce mot-là. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu qui est important en ce moment, le reprenariat? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Premièrement, il y a l'enjeu de vieillissement de la population qui est à prendre en considération. Il y a plein d'avantages à acquérir une entreprise, notamment avec le démarrage d'entreprise. Il y a déjà notamment
notoriété de l'entreprise. Il y a des employés en place également. C'est plein d'avantages que le démarrage n'a pas de convaincre, notamment une clientèle, que notre produit ou notre service est meilleur qu'ailleurs. Les revenus sont déjà au sein de l'entreprise. Il y a une récurrence de revenus à ne pas négliger. Donc, c'est une solution qui est au niveau de l'entrepreneuriat, qui est un peu plus regardée, notamment chez quelqu'un qui désire ne pas nécessairement être un salarié, puis de se réaliser autrement. OK. Puis, je ne sais pas si vous avez les chiffres là, vraiment pour la région de Montmagny-Lillet ou du moins pour Chaudière-Appalaches, c'est environ combien d'entreprises est-ce que ça a impliqué dans les dernières années? Combien est-ce que de gens ça pourrait impliquer? Est-ce que vous avez ces données-là à nous partager? Juste au niveau courant de la période 2015-2021, je tiens à mentionner qu'il y a 3 régions administratives au Québec qui ont connu une plus forte augmentation du nombre de changements de propriétaires. Donc, Chaudière-Appalaches figure en 2e position sur l'ensemble du Québec, sur les intentions pas nécessairement les intentions de transfert, on a donné un changement de propriétaire, donc il y a vraiment une belle vague, justement, de reprenariat en Chaudière-Appalaches. Ce que je peux mentionner également, c'est qu'au Québec, selon une étude nationale sur le reprenariat, il y a 24 000 intentions de transfert d'entreprise. Merci beaucoup, Mme Carrier. On va vous inviter quand même à rester proche du micro parce que, en tant qu'experte un peu dans le sujet du reprenariat, on avait aussi quelques chiffres là, qui ont été présentés par Raymond Chabot, Grant Thornton au réseau des SADC-CAE que j'inviterais Mme Thibault peut-être à nous partager, là, qui sont quand même intéressants pour la région. Effectivement. Alors, les auditeurs seront sûrement heureux d'apprendre que selon cette étude, 60% des propriétaires de PME ont plus de 50 ans. Alors, c'est assurément pour ça que depuis les dernières années, on entend davantage parler de notion de reprenariat. Et pour vous, les baby-boomers, parce qu'on aura le privilège de parler tout à l'heure, on dit qu'un baby-boomer est remplacé par 2 à 3 employés quand il quitte. Le pourcentage des entrepreneurs qui n'ont aucun plan de relève formel s'élève à plus de 91 %. Ça veut dire 9 entrepreneurs sur 10 n'auraient pas, selon cette étude, de plan de relève. J'inviterais Mme Thibault à faire le tour peut-être de nos panélistes pour que chacun se présente un peu plus en détail. Effectivement, merci Cathy. Alors, à tour de rôle, j'aimerais ça que vous nous entreteniez tout d'abord sur le nom de l'entreprise ou des entreprises que vous êtes propriétaire et ou que vous avez vendu, l'endroit où elles sont situées, où elle est située, tout dépendant du nombre. Peut-être nous dire également, l'entreprise, si vous êtes un cédant, est-ce que c'est vous qui avez démarré l'entreprise? Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait grandir? Et si oui, durant combien d'années? Tandis que pour les repreneurs, depuis combien de temps vous en êtes propriétaire? Alors, j'irai peut-être de la gauche, on pourrait faire un tour de table à la suite, si c'est possible. Alors, Mme Lebel. Oui, donc moi, je suis repreneur du magasin L'Évêque, de la boutique Rendez-vous et de la boutique Cuisinerie et compagnie, située au centre-ville de Montmagny. Moi, j'ai acheté des parts en 2017 que j'ai commencé tranquillement. C'est une entreprise qui est familiale, donc ça a été très progressif. Et le 13 novembre 2024, donc ça fait quelques semaines, j'ai signé le rachat complet sur 25 ans des 3 magasins, qui est une compagnie, en fait. Merci. Moi, en fait, ça s'appelle Groupe Corriveau, l'entreprise. J'ai cédé, en fait, une des divisions de ce groupe-là, dans le fond, à un employé qui a manifesté l'intérêt d'acheter il y a quelques années. Ça faisait 15 ans quand on a commencé, que j'avais fondé l'entreprise, quand on a commencé le processus de transfert. Ça a pris environ 2 ans là, de tout boucler la boucle de financement, etc., toutes les procédures que ça engage quand on veut céder une de nos divisions. Donc, c'est ça, on est situé à Montmagny, on œuvre dans le domaine de la construction principalement. Moi, je suis propriétaire d'une usine manufacturière qui s'appelle les Textiles Gauvin à Saint-Pamphile. Donc, moi, j'ai repris l'entreprise, je suis propriétaire depuis 2019 et j'étais actionnaire à partir de 2016. Donc, je suis propriétaire de cette entreprise-là à Saint-Pamphile. Et je pense qu'on a la chance d'avoir le cédant juste à côté de vous. Effectivement. Bon, je suis Normand Gauvin. J'étais propriétaire de 2 manufactures dans 2 domaines différents.
C'est-à-dire qu'en 1987, j'ai démarré les textiles Gauvin, fabrication de literie. Et en 2015, j'ai fait l'achat d'une entreprise existante à Saint-Jean-Port-Joli, les Bois Lemelin. Et par la suite, j'ai décidé de vendre, avant le COVID, j'ai décidé de vendre à Pascal la manufacture de textiles et par la suite les Bois Lemelin. Donc, ça fait 2 ans que je suis complètement à la retraite. Donc, maintenant, on va parler un peu plus de motivation. Qu'est-ce qui s'est passé là, dans chacune de vos décisions. Donc, pour les cédants, en fait, je veux savoir un peu quand est-ce que vous avez commencé à penser à ça. Puis pour les repreneurs, un peu ce qui vous a motivé à vous embarquer dans cette aventure-là. Donc, je commence encore avec Mme Lebel. Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à vouloir reprendre ces magasins-là? Bien, moi, je suis née dans le commerce, en fait, là, donc je me suis jamais vraiment imaginé faire autre chose de ma vie. J'ai toujours aimé la mode, le service à la clientèle, le contact. Je suis vraiment née dans le magasin. Donc, ça a toujours été le choix numéro 1. Puis quand j'ai étudié en commerce de la mode, après ça, tout s'est aligné. J'ai pris progressivement un peu plus de part dans l'entreprise. J'ai mis un peu de choses à ma main aussi. Donc, je me suis jamais imaginé faire autre chose. Vraiment, j'ai toujours aimé travailler. Comme M. Généreux disait dans l'entrevue, j'ai pas l'impression de travailler, tu travailles à ton compte, donc c'est une richesse. C'est une chance que j'ai aussi d'être née dans une famille d'entrepreneurs. Puis, vous, M. Corriveau, vous avez été approché par une employée qui était intéressée, ou bien est-ce que vous songiez déjà à ce moment-là à faire une transition du moins d'une partie de l'entreprise? Ça faisait longtemps que je connaissais ses intérêts. Moi, je pense que c'est... Moi, je suis le type d'entrepreneur que j'aime moins... Tu sais, dans le fond, j'aime moins aller sur la vague tranquille. J'aime mieux, dans le fond, l'excitation, le démarrage d'entreprise, la croissance de l'entreprise. Quand on est rendu à un certain niveau dans une entreprise où premièrement, c'est plus dur d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée, donc c'est plus dur d'accélérer la croissance. Ça prend des stratégies différentes. Fait que là, dans le fond, souvent, on va se contenter de stabiliser l'entreprise qu'on a. On va sur un long fleuve tranquille. J'aime moins ça. J'ai plus la mentalité un petit peu. Souvent, les entrepreneurs au Québec, puis c'est pas pour rien que dans les statistiques, il y a autant d'entrepreneurs qui sont rendus aussi vieux encore avec leurs entreprises. C'est qu'on a la tendance, puis c'est un petit peu la mode, c'est de garder notre entreprise jusqu'à très longtemps, en prendre sa retraite. Aux États-Unis, ils ont une mentalité différente. Ils vont faire grossir l'entreprise, ils vont capitaliser dessus, ils vont la vendre, ils vont redémarrer. Aujourd'hui, quand on a une opportunité de pouvoir vendre notre entreprise, surtout dans certains domaines où c'est pas de la récurrence comme un commerce ou une clientèle établie, que c'est toujours à recommencer, c'est facile de se partir d'une compagnie en construction, mais c'est en racheter une, c'est autre chose aussi, ce que tu vas acheter. Dans le fond, c'est l'expertise, c'est la main-d'œuvre, mais tu n'as pas une clientèle établie, surtout pas dans le domaine que nous autres, où ce qu'on opère. Là, on est aux aléas des appels d'offres, des soumissions, on ne sait jamais ce que d'une année à l'autre ça va faire. Fait que j'avais l'occasion de vendre un employé vraiment motivé qui m'avait dit la journée de son entrevue, 6 à 7 ans auparavant, un jour je vais être assis à ta place, tu m'engages. Ce qui avait fait que je l'avais engagé, puis ce qui a fait que dans le fond, avec le cheminement qu'elle a fait, ben j'y ai cru qu'un jour elle serait assise à ma place. Puis quand elle a manifesté d'avoir des parts, moi j'avais pas envie de vendre des parts, je voulais pas d'associer. Fait que j'ai dit ça va être tout ou pas tout. Puis maintenant, si on passe du côté de Textile Gauvin, Mme Pelletier, qu'est-ce qui vous motivait? Est-ce que vous êtes toujours vue à la tête de l'entreprise? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis chez Textile Gauvin depuis 1996, donc je suis employée de l'entreprise depuis très, très, très longtemps et je suis rentrée chez Textile Gauvin en attendant de me trouver un emploi en graphisme, parce que moi, j'avais fait mes études au niveau du graphisme. Et puis, écoutez, je me suis découvert la passion dans la gestion d'entreprise. Je suis devenue responsable de l'expédition, responsable de la production, directrice générale et tout ça. Et je pense que c'est comme ça que je me suis frayé un chemin, mais je ne sans jamais penser que je pouvais être un jour être à la tête de l'entreprise. C'est quelqu'un d'externe qui est arrivé à un certain moment où est-ce qu'on montait un système ERP à l'usine, qui est arrivé puis qui a allumé une lumière, premièrement à Normand, et par la suite, de fil en aiguille, on s'en est rendu à venir à discuter pour que je prenne des parts de l'entreprise, parce que c'est sûr et certain que
je commence à me poser des questions. Quel va être mon avenir? J'avais atteint un certain niveau au niveau de l'entreprise et puis c'est comme ça que ça a été lancé. Mais est-ce que c'est moi qui ai été à la pêche pour aller avoir des parts de l'entreprise? Non. Je pense que, tu sais, il y a eu un grand confiance que Normand m'a donné et il a vu en moi un potentiel et qu'à partir du moment où j'ai pris des parts, bien, que je l'ai développé pour 3 ans plus tard, acheter 100% de la compagnie. De votre côté, M. Gauvin, là, tantôt vous me parliez de manque de main-d'œuvre qui vous a peut-être un peu poussé à prendre votre retraite un peu plus tôt. Qu'est-ce qui vous a poussé à vendre ces 2 entreprises-là? Bien, c'était un des éléments déclencheurs. C'est certain que, bon, comme Pascal disait tout à l'heure, j'avais 2 entreprises. Donc là, je voyais que Pascal aussi, bon, qu'elle avait de l'intérêt, qu'elle a la capacité de gérer la compagnie. Donc, j'y ai offert. Mais notre plan de match, c'était étalé sur 10 ans. C'est une période de 10 ans. Okay. À tous les 2 ans, acheter une portion des actions. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Après la 2e année, lors de la 2e achat, la partie de la deuxième tranche, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus facile de vendre toute la compagnie, le restant des actions, au niveau des banques. Donc, on est allé sur cette avenue-là. J'ai tout vendu. C'était pas mon plan de match là, au départ, mais c'est correct comme ça. J'ai continué à travailler quand même 1 an au moins à l'accompagner dans l'entreprise lorsqu'elle était à 100% propriétaire. Puis ça a bien été parce que c'est sûr que le fait que vendre une entreprise à une personne à l'interne, comme la vérification diligente, tout ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile parce qu'elle connaît les fournisseurs, elle connaît les clients, elle connaît les employés, elle connaît l'entreprise. Fait que c'est beaucoup plus rapide. Donc, ça a été une période, ça a pris environ 2-3 mois pour finaliser l'achat, la vente. Et puis, contrairement à l'autre entreprise, les Bois Lemelin, que c'est un autre modèle, c'est-à-dire que j'ai vendu à une personne de l'extérieur, une compagnie externe. Et là, ça a été sur une durée d'environ 8 mois environ, la transition. Même d'ailleurs, on avait commencé les démarches, la négociation avant le COVID, puis on a pris une pause là, durant le COVID, puis après ça, on a repris la négociation après. Okay. Mais c'est quand même 2 scénarios assez différents. Ouais. Ça semble très beau. Alors nous, ici, à Personne n'en parle, ce qu'on veut aussi entendre, c'est qu'est-ce qu'on n'entend pas parler quand on est dans un processus de reprenariat et de cédant. À titre d'exemple, vous avez dû être accompagné par des professionnels. Est-ce que vous avez rencontré des défis avec ces professionnels-là pour vous conseiller, vous guider? Alors, je vous laisserai de façon peut-être aléatoire nous partager de vos expériences. Je me questionnais pendant que tu posais la question à savoir si quand on cède à quelqu'un de l'entreprise versus à un parfait inconnu qui a de l'intérêt, si c'est le même processus de négociation. Si on n'est plus... puis probablement que toi, tu as connu les 2 manières de faire, tu serais mieux placé pour répondre, mais je me questionnais à savoir, parce que dans le fond, quand on travaille avec quelqu'un depuis plusieurs années, on l'identifie comme notre repreneur, on a un lien d'attachement, un sentiment, veut pas, une amitié professionnelle qui se développe au fil des années. Est-ce qu'on va être on va avoir plus tendance à être ouvert aux négociations versus avec un parfait inconnu? Fait que je me questionnais là-dessus parce que veut pas, c'est un enjeu quand on vend une entreprise, puis c'est un enjeu à la personne qu'on le vend. Pour moi, ça a été une des parties les plus difficiles de la transaction, de déterminer le prix juste, considérant probablement dans le domaine où ce que j'évolue, qui n'est pas avec des chiffres manufacturiers. Peut-être que Mme Carrier du CETEC, je ne sais pas si vous avez une réponse à ça là, dans les 2 cas, parce que vous voyez ça, les 2 cas justement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une tendance peut-être à être plus clément envers les gens qu'on connaît plus lorsqu'on fait une transaction comme ça?
Je vais dire même que c'est plus délicat de discuter avec une relève qu'on connaît, un individu qu'on le connaît, de parler de chiffres, d'émotions aussi, parce que pour accompagner des entrepreneurs qui proviennent de l'interne ou de l'externe, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la communication de non-dits, de véhicules, de ne pas verbaliser des inquiétudes, notamment aussi, si notamment les négociations allaient avorter, la relation, elle perdure avec votre employé, votre ami, votre membre de la famille, tandis que quelqu'un de l'externe, si les négociations avortent, le lien n'est plus là et on passe, on pourrait dire, au suivant. Donc, je pourrais mentionner que la relation n'est pas la même dans la négociation avec quelqu'un de l'interne qu'au niveau de l'externe. Est-ce que pour vous, ça a été un enjeu de bien définir la juste valeur marchande de votre entreprise? Pour ceux qui ont cédé et pour ceux qui ont repris, de convenir du prix à payer? Peut-être Frédéric tout à l'heure, parce que tu es le seul là, qui est pas qui continue encore dans une entreprise, tu as cédé une partie, mais tu es toujours dans l'entreprise. Ouais. Alors, est-ce qu'il y avait une différence à ce niveau-là? Bien, c'est sûr que ce qu'on veut, dans le fond, c'est maximiser, veut pas. Hein, on est là pour ça. Là. On a travaillé, on a mis nos tripes, on a démarré ça, on a pris tous les risques. On cède une entreprise fonctionnelle, établie. On veut aller chercher le maximum, c'est sûr et certain. Ma question était là, mais ma réponse, je m'en doutais là, à mon intervention juste avant. C'est que oui, parce que dans le fond, après ça, si ça ne marchait pas, qu'est-ce qui se passait avec cet employé clé-là? Moi, il fallait que je reste aussi dans l'entreprise parce que souvent, dans le fond, les financiers vont mettre des conditions contractuelles que tu dois demeurer dans l'entreprise pendant tant d'années. Il y a la balance de prix de vente qui fait aussi que, dans le fond, tu es motivé à poursuivre. Donc, oui, c'était tous des questionnements. Fait que dans le fond, tu vas aller chercher le maximum, la garder quand même viable. Tu veux que la personne paye le juste prix. Puis, dans mon cas à moi, c'est ça que je disais, je pense que le BAYA ne se calcule pas de la même manière quand on est une entreprise de service avec pas de clientèle établie. Tu sais, nous autres, comme je disais au début, on était aux aléas des appels d'offres. Tu sais, on a une récurrence, on a une stabilité, on a des chiffres qui disent, mais c'est un défi à chaque contrat, le ramasser. Là, puis tout peut basculer très rapidement. C'est pas comme quand on a un magasin de linge qui fait tant de chiffres depuis tant d'années, une entreprise manufacturière aussi. Là, ça, c'est le BAYA, il est là, il est marqué là, puis tandis que nous autres, c'est pas ça. Fait que oui, pour moi, ça a été un enjeu assez important, puis c'est ce qui a prolongé, entre autres, le processus de négociation puis de transfert d'entreprise, parce que mon acheteur, dans le fond, ma reprenante, elle avait besoin, elle aussi, de se rassurer, comme tu disais, elle voulait être sûre de faire la bonne affaire. Pour moi, ça a été l'enjeu majeur. Justement, si on parle de l'enjeu émotionnel, en tout cas pour quelqu'un qui vend, ça doit être dur de dire, là, OK, mon bébé, je le donne à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça a été difficile, vraiment? Ou... Pas tant. Je ne suis pas tant attaché à mes entreprises que ça. Moi, dans le fond, c'est une affaire, la business. Okay. C'est pas une affaire émotive, c'est une affaire financière. Puis c'est pour ça que je fais ça, malgré que ma clientèle, les gens avec qui j'ai bâti des relations de confiance, c'est extrêmement important. Mais moi, mon but ultime, c'était de vivre de ça, d'aller chercher le maximum. Je pense que le fait que j'avais 2 autres divisions là-dedans, ma motivation restait quand même. Je me questionnais en m'en venant tantôt en voiture si j'avais eu rien que ça. Quel genre de motivation que j'aurais eu, je ne sais pas si ça aurait été pareil. Okay. De m'asseoir puis de faire 20 heures par semaine pour une entreprise qui ne m'appartient plus à salaire. Est-ce que j'aurais eu la même... ça, je ne sais pas. M. Gauvin, vous l'avez fait justement, vous l'avez mentionné tantôt, vous avez rendu les parts, mais vous êtes quand même resté un petit peu pour accompagner dans la transition. Comment est-ce que vous êtes senti là-dedans? C'était très correct. C'était correct. Puis même c'est Pascal elle-même me dit, gars, Normand, il dit, tu n'es plus obligé de venir, là. T'as tanné me voir, Et bien, je restais à me demander de rester disponible au téléphone au cas des fois, là, mais c'était bien correct. On a fait ça de façon progressivement, là, la diminution. Vous avez pris justement des magasins qui sont
vous l'avez dit, c'est votre arrière-grand-mère qui a fondé le premier, puis ensuite, c'est toujours resté dans la famille. C'était quoi pour vous de reprendre ça? Est-ce que ça représente quand même une bonne pression ou est-ce que c'est... Une pression, une fierté, par exemple. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une petite pression. C'est 4e génération. Mais quand tu as la passion, il n'y a pas de problème. Même si j'aimerais avoir une relève, éventuellement, des fois on me pose la question. J'ai 4 enfants, il y en a peut-être un des 4 qui va s'intéresser, mais j'ai jamais, moi, de mon côté, ressenti de pression pour racheter l'entreprise ou m'impliquer dans l'entreprise. Ça a tellement toujours été naturel que si j'ai la chance d'avoir une relève, tant mieux, mais c'est plus de la fierté que de la pression. Vous, Mme Pelletier, comment est-ce que vous l'avez ressenti de reprendre une entreprise comme ça qui appartenait à quelqu'un dont le nom est sur l'entreprise, là aussi? Bien, je vous dirais que, vous savez, on était en région, hein, puis en premier temps, c'est que tous les employés dans l'entreprise étaient mes collègues. Donc, Textile Gauvin, oui, c'est une usine manufacturière qui est basée à Saint-Pamphile, mais je vous avouerais que notre clientèle est vraiment, tu sais, à travers le Canada, le Québec, et d'être basée à Saint-Pamphile, c'est un enjeu majeur. Parce que, et premièrement, pour la main-d'œuvre, parce que là, on s'entend que les prochaines années ne seront pas faciles avec la coupure au niveau des travailleurs étrangers. Mais ma fierté était de garder cette entreprise-là vivante en région. Chez nous, c'est beaucoup le bois. Donc, l'entreprise est située dans le parc industriel où je suis la seule entreprise qui fait du textile. Le restant, c'est que le bois. Oui. Que le bois. Donc, garder cette entreprise-là vivante en région, de garder les employés dans l'entreprise, de garder ça, c'était une fierté pour moi en premier temps parce que, Normand, puis je le vis présentement parce qu'on pourrait vendre l'entreprise. L'entreprise pourrait se vendre à nos compétiteurs à Montréal ou ces choses-là, puis qui viendraient chercher notre marque, qui viendraient chercher notre clientèle. Et puis, regarde, fini, Textile Gauvin à Saint-Pamphile, c'est parti. Puis, mais moi, je l'ai repris pour la garder vivante en région. Et oui, c'était un bel accomplissement. Puis c'était là mon défi. Puis je souhaite vraiment que je sois capable de le retransmettre et qu'elle reste dans la région parce que c'est sûr que j'ai dépassé la 50aine. Donc, même si j'ai repris l'entreprise en 2019, je commence déjà à penser à ma future relève. J'aimerais peut-être savoir, à la suite de cette reprenariat ou de cette vente d'entreprise, est-ce qu'il y a des choses, c'est à recommencer, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Puis si oui, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un d'autre qui serait dans la même situation? De la patience. Ça prend beaucoup de patience. Bien, là, dans le cas avec Pascal, ça a bien été. Mais avec l'autre compagnie, il faut être patient. Parce que c'est pas toujours, ça va pas toujours bien. La négociation, là, c'est pas toujours facile. Fait que des fois, on avance d'un pas, on en recule de 2. Fait que faut être patient dans tout ça. Faut pas se décourager. Ça a été plus ardu. C'est sûr que ça a été une compagnie externe, puis une grosse compagnie qui avait quand même plusieurs avocats. Donc, ça a été ardu, la négociation, on ne veut pas. Il y a beaucoup de demandes. Fait que, mais il faut être patient. C'est ça que je retiens de tout ça, là. Ça prend de la patience. Il ne faut pas se décourager. Mais il faut planifier ça d'avance aussi, longtemps d'avance. Puis lorsqu'on décide, il faut immédiatement... moi, dans mon cas, c'est de communiquer avec la firme comptable parce qu'il y a beaucoup de choses à planifier lorsqu'on a l'intention de vendre. C'est très, très important. Il y a des choses à mettre en place, puis au niveau fiscal. Non, on ne se lève pas un matin, moi je vends mon entreprise, puis la fin de la semaine, c'est fait. Là. Non, du tout. Non, du tout. Donc, la patience de votre côté, puis beaucoup de planification, c'est ce que vous recommandez. Oui. Mais dans le cas avec Pascal, ça a été beaucoup harmonieux. Ça a été c'est beaucoup plus facile. Juste pour reprendre un petit peu Normand, c'est quelque chose qu'il a dit dernièrement, puis qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il avait mentionné de ne pas attendre d'être tanné de ton entreprise, d'être
de plus avoir la passion de l'entreprise parce que Normand, il ne l'a pas fait avec Textile Gauvin. Il l'a vendu puis il est encore passionné de son entreprise. Donc, ça nous permet de reprendre ça puis d'avoir le fleuron de la reprendre. Si on attend au bout de rendre ça au bout avant de la céder, et on vient peut-être perdre la motivation de l'acheteur ou de la personne qui va reprendre l'entreprise. Puis ça ne prend pas grand-chose parce que moi, Normand avait encore l'entreprise à cœur lorsqu'il l'a vendue. Et puis moi, je l'ai repris en 2019. Et puis en 2020, je mettais la clé dans l'usine parce que c'était la pandémie. Et puis, je vous avouerai que c'était un énorme défi pour moi et un énorme stress. Donc, tu sais, le fait qu'il était encore passionné, puis il y avait encore l'entreprise à cœur. La première personne qui m'a appelée au moment où on a eu le téléphone, qu'il fallait fermer des entreprises, c'était Normand. Donc, tu sais, il y avait encore la passion de l'entreprise, puis de ne pas se rendre au bout de ça, parce que ça nous donne un petit peu une confiance, puis quelque chose qui est important pour nous. Okay. Pour faire du pouce, moi, ce que je dirais, c'est de ne pas manquer l'opportunité. Quand l'entreprise est mature, elle a un beau bilan, manque pas ton opportunité de la vendre. Puis que tu sois rendu ou pas à ta retraite, peu importe. Moi, quand j'ai vendu ça, je n'étais pas à l'âge de la retraite du tout, mais je l'ai vu comme une opportunité, dans le fond, d'avoir un acheteur. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont prêts à vendre, mais que dans le fond, ne sont pas capables de conclure la transaction, puis que l'entreprise finit par des intérêts du propriétaire, par l'âge, par le manque de motivation, dégénérer, dans le fond, décroître en valeur, décroître même en renom. Là. Fait que moi, je pense que quand tu as une opportunité de vente, que ton entreprise est majeure, quand tu penses que, dans le fond, l'argent que tu vas en tirer peut être intéressant pour toi, de prendre l'opportunité qui t'est offerte. Parce que, dans le fond, souvent, là, puis moi, je m'étais questionné, puis c'est pas des opportunités, je pense, qui reviennent si facilement que ça dans le domaine de l'entrepreneuriat. Puis encore peut-être moins ces années-ci, puis dans certains domaines où c'est encore plus difficile. Fait que moi, s'il y a quelqu'un qui veut un conseil, je pense que c'est ça. Un entrepreneur, c'est ça de toute manière. Hein. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est à l'affût des opportunités. Si tu as l'opportunité de la vendre, let's go. Moi, ce serait vraiment de s'entourer des meilleures personnes, puis aussi d'être à l'écoute des conseils de notre mentor ou de notre cédant pour emmagasiner le plus de conseils possible pour le futur, puis c'est vraiment, lancez-le. OK. Puis justement, si on retourne du côté de Mme Carrier-Cetec, je suppose qu'il y a des conseils qui sont donnés aux entrepreneurs là, qui sont vraiment des choses à ne pas oublier là, lorsqu'on veut céder son entreprise là, ou qu'on pense en reprendre une. L'aspect de vendre l'entreprise quand il y a un beau potentiel de croissance, que le cédant notamment est encore en santé, qui est encore en moyen et qui a justement la motivation justement d'accompagner la relève au niveau justement de la poursuite des activités d'entreprise. Il y en a qui attendent un peu trop tard. Des fois, c'est au niveau de la santé notamment, mais que l'entreprise justement n'est pas en mode croissance et maturité, elle est en déclin, donc notamment le cédant aura une valeur moindre, notamment, qui est associée à la vente de l'entreprise. Donc, c'est un aspect qui est à ne pas négliger. De saisir les opportunités, notamment M. Corriveau en a parlé également. Il faut tout de même, justement, bien s'entourer. Comme Mme Pascal l'a notamment mentionné, des fois, on pense que c'est une belle affaire. On a un prix de vente, justement, qui est sur la table. On pense qu'on a une belle offre sur la table. Mais est-ce que c'est vraiment un repreneur qui est idéal pour l'entreprise? Quelles sont ses compétences, ses connaissances, sa vision de l'entreprise, notamment? Est-ce qu'elle rejoint vos valeurs? Il y a vraiment un paquet de facteurs à considérer même au niveau, au point de vue fiscal et légal. Puis quand je parle au point de vue légal et fiscal, c'est quand même si on arrive avec une offre qui est intéressante sur la table, que notamment on veut partager les états financiers. La relève, parfois, les états financiers ne sont pas en ordre. Il y a quand même certains éléments à remettre, on pourrait dire, en perspective, que les états financiers ne reflètent pas la juste réalité de l'entreprise. Je vais m'aventurer aussi sur l'exonération en gain de capital. Juste pour faire une parenthèse, c'est pas tous les gens qui savent que l'entreprise doit se qualifier pour obtenir cette exonération en gain-là. Il y a certains tests qui
qui doivent être faites pendant une période de 24 mois pour s'en prévaloir. Donc, c'est quand même pensez-y bien du jour qu'on désire vendre. Est-ce qu'on peut se qualifier à l'exonération gain capital? Combien de temps d'avance est-ce qu'un entrepreneur devrait commencer à y penser? Si, mettons, à 60 ans, j'aimerais avoir vendu mon entreprise, à quel âge est-ce que je devrais commencer à penser à ma relève? Le plus tôt possible, mais idéalement, en une période entre 3 et 5 ans, ça dépend si la relève était identifiée également. Dans un processus de transfert familial, on l'a évoqué, c'est un petit peu plus long. Justement, là, on a les facilités au point de vue fiscal pour, au niveau réaliser les transactions. Ça tardait un petit peu parce que, justement, M. Généreux en a parlé tantôt dans l'entrevue, que c'est un peu plus complexe auparavant et même pénalisant pour les cédants de vendre à leur un membre de la famille, notamment. Donc, c'est juste de déjà faire une introspection sur nous-mêmes en tant que cédant. On a parlé du point de vue émotif aussi, c'est ne pas négliger l'aspect émotif d'une transaction. Le jour qu'on veut céder notre entreprise, il y a une différence entre je veux et je cède mon entreprise. Je dois, on pourrait dire, faire une figure de style, couper le cordon, mais dissocier l'entreprise. Il y a bien des cédants qui se réalisent de par leur entreprise, qui ont passé énormément d'heures, de temps et d'années, puis ils oublient qui ils sont. En vérité, est-ce qu'ils ont des passions, ils ont des motivations, qu'est-ce qu'ils vont faire le jour qu'ils vont se retirer de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup d'enjeux émotifs, en plus du légal et fiscal qui est à considérer. Donc, le plus tôt est le mieux. Est-ce que la majorité de ces transferts-là semble fonctionner ou est-ce que ça arrive quand même souvent que ça ne marche pas? En cours de chemin, finalement, le transfert se fait pas bien, puis les deux parties abandonnent. Est-ce que ça se passe plus souvent qu'on pense, ça? Oui, bien surtout au niveau de la relève de l'externe. Donc, il peut y avoir plusieurs discussions avec divers individus pour notamment valider si une transaction peut avoir lieu. Donc, je l'évoquais tantôt, c'était plus facile de se retirer d'une négociation avec une relève externe. Donc, c'est la relève que l'on voit le plus souvent aussi dans les divers modèles de relève. Donc, quand on parle de modèle de relève, c'est la relève externe, la relève de l'interne au niveau d'un transfert d'un employé, du transfert familiaux et on en parle un peu moins, là, mais la reprise collective aussi qui fait partie des possibilités de relève notamment. Au point de vue familial, c'est un peu moins présent parce que d'habitude, les discussions ont débuté quand même plusieurs années auparavant. Des fois, c'est quasiment déjà écrit dans le ciel, comme dans certains processus de transfert. Donc, oui, c'est une possibilité que les négociations ne se poursuivent pas pour plusieurs raisons. Des raisons financières, on a parlé de prix de vente tantôt. Juste d'en arriver à un prix de vente, c'est déjà un processus de négociation en soi, mais il n'y a pas juste le prix de vente qui est à négocier. Il y a la période de transition, il y a au niveau de la clientèle, au niveau des fournisseurs, il y a plusieurs discussions au niveau de la communication aussi à établir sur plusieurs aspects. Maintenant qu'on vous a entendu à ce niveau-là, moi, j'aimerais peut-être voir auprès de nos repreneurs quel est le rôle, et même Frédéric, compte tenu que tu es toujours en affaires actif, de façon active, comment vous voyez le rôle de votre entreprise dans le développement économique de la région? Et je vais revenir à toi, Normand, mais sur une autre forme de question. Alors, peut-être, les gens qui sont toujours en affaires, comment vous voyez dans Montmagny, Lillet ou dans les environs, mais dans la région, le rôle de votre entreprise? Mais moi, je pense que nos commerces au centre-ville de Montmagny font une certaine vitalité économique. Je trouve que le centre-ville, dans une ville, c'est la vie, c'est là où tout se passe. Donc, je trouve vraiment que c'est de cette façon-là qu'on vient. Puis, je trouve ça important aussi, ça crée des emplois, ça crée un achalandage en ville. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est sur ce... C'est comme ça que tu vois le rôle des trois entreprises que tu oui. gères actuellement pour ta ville et ta région. J'ai toujours vécu dans le centre-ville, donc c'est vraiment un attachement aussi que j'ai là, pour Montmagny. Puis aussi, juste les clients, le côté humain d'une boutique, on néglige souvent ça. Souvent, on pense « Ah, c'est juste un commerce pour vendre des choses ». Mais le côté humain, ça brise l'isolement aussi chez plusieurs personnes. Là. OK. Frédéric?
Ben, moi, je pense que toute entreprise qui a atteint une certaine maturité financière devrait faire des choix communautaires au niveau de son implication. Nous, depuis quelques années, on a décidé que notre modèle publicitaire irait beaucoup plus en commandite, en implication auprès de différents organismes qui vont faire valoir notre nom, puis nos campagnes publicitaires proprement dit sont maintenant avec des moyens beaucoup moins dispendieux que ça pouvait l'être dans le temps. On est moins, malgré qu'on est invité par le journal, on est moins avec ces médias-là pour promouvoir, dans le fond, les services qu'on offre, malgré qu'on a moins besoin d'en offrir parce qu'on ne cherche pas à aller chercher un créneau très résidentiel. Mais je pense que, dans le fond, l'implication sociale, c'est important au niveau des entreprises. Quand tu as réussi à grandir, gagner ta vie, bâtir une belle entreprise dans une région avec les gens de ton coin, c'est important de redonner à ces personnes-là. Je pense que l'implication au niveau de forme de commandite, c'est important de le faire. Puis, les entreprises, les organismes là, qui aident là, ont besoin de ça. Là. On le sait tous, là, ils vivent en grande partie de la charité des entrepreneurs puis de la population locale. Les entreprises veulent pas, ça crée des emplois, ça crée des bons emplois, ça crée des liens de communauté. Moi, quand j'étais jeune, je jouais au hockey, je jouais au football, j'ai toujours fait des sports d'équipe. Moi, mon staff, mon personnel, c'est de même que je les ai toujours accueillis comme une équipe. On gagne, on perd en équipe, mais il se crée beaucoup de liens, beaucoup d'attachement. Puis, c'est le fun de voir qu'il y a des gens qu'on a fêté, entre autres, une de mes adjointes, que ça faisait 15 ans, qui était, dans le fond, a été presque avec moi là, depuis le début. Fait que le sentiment d'appartenance, c'est le fun, là, puis ça revient un peu à ce que tu disais, garder l'entreprise en région. Puis souvent, on va avoir tendance, on va même y réfléchir. Là, pour moi, ça serait bien plus facile d'être à Québec. Là. Parce que j'aurais un bassin de main-d'œuvre beaucoup plus grand, j'aurais des talents beaucoup plus grands. On le sait, c'est quoi le défi là, d'attirer les gens à Montmagny, de garder nos jeunes, garder notre clientèle. On le sait, là, toi puis moi, on le sait beaucoup à Mireille. Oui, c'est pour ça que tu t'es battu énormément comme président de chambre de commerce pour le dossier du complexe culturel et sportif. Exactement. Effectivement. Donc, mais c'était ça les enjeux pour tous les commerces dans le temps, fait que ça reste le même. Là. Commerce ou entreprise, parce que c'était pour ces gens-là que... C'est ça. Effectivement. À Saint-Pamphile? À Saint-Pamphile, bien, comme je l'expliquais tout à l'heure, on s'entend que nous, c'est tout dans le domaine du bois. C'est que des entreprises de bois. Les autres entreprises qui ne sont pas dans le domaine du bois, bien, c'est des machinistes, c'est des garages qui vont réparer les camions des entreprises de bois d'œuvre qui vont faire du machinage pour ces entreprises-là. Donc, d'avoir une entreprise qui est complètement non liée au domaine du bois, bien, ça va apporter quand même pas une stabilité, mais quelque chose qui, si l'industrie du bois tombe pendant un certain temps, mais le textile, lui, il écopera pas comme le bois. Donc, je pense que c'est comme ça que je le vois. Puis également, c'est qu'on s'entend que travailler dans des moulins à scie, maintenant, autant de la main-d'œuvre féminine, masculine, tout le monde peut travailler là. Toutefois, on est capable quand même de travailler dans une usine manufacturière qui va être des horaires de jour et non pas des chiffres alternance soir, jour, comme les usines de Saint-Pamphile et tout ça. Donc, je pense que ça apporte un mini-équilibre en tout cas à Saint-Pamphile d'avoir une entreprise qui est autre que dans le bois. Puis je crois que pour je viens d'agrandir l'usine, je suis dans le processus présentement. Et puis, la municipalité de Saint-Pamphile, là, ont travaillé énormément avec moi pour certaines petites dérogations pour être capable de la mettre en place, justement parce qu'il y avait à cœur de garder cette entreprise-là à Saint-Pamphile et de la garder là, parce que c'était pas justement que l'industrie du bois. Merci. Mais c'est le fait aussi de, si je peux rajouter de quoi, comme M. Corriveau il disait tout à l'heure, être en région, mais peut être aussi bien à Québec, mais il y a des avantages et des inconvénients de chaque région. En fin de compte, une entreprise, être en région, ça a des avantages, des inconvénients. Puis être à Québec aussi, ça a des avantages, mais des inconvénients également. Il y a moins d'appartenance. Les employés sont
en région sont plus un lien d'appartenance. Donc, il faut tirer le côté positif de tout ça. En terminant, j'aimerais me tourner un peu vers l'avenir, autant en tant que plus jeune entrepreneur jusqu'à plus vieux. Donc, on a beaucoup parlé justement du rôle que les entreprises pouvaient jouer dans les régions comme étant un peu une partie de l'identité d'une région. Quels sont les enjeux sur lesquels vous souhaiteriez que la communauté soit vraiment là, sur ces enjeux-là dans les prochaines années? Est-ce qu'on peut parler, on a parlé d'immigration, de rétention de la jeunesse. Qu'est-ce qui serait vraiment important pour vous pour garder les entreprises ici? Commencer avec Mme Lebel. Bien, c'est sûr que dans le commerce au détail, présentement, c'est quand même beaucoup de défis. T'sais, on fait face à des concurrents qui sont très gros dans le commerce en ligne. Mais moi, j'ai la profonde conviction que les commerces de détail, pignon sur rue, ont encore leur place à Montmagny. Que chaque achat aussi local peut faire la différence dans une entreprise, autant pour garder nos emplois ici, garder aussi la proximité. On a besoin d'un produit, on va en boutique. Donc moi, je pense que c'est un des principaux enjeux. Je pense quand même que les boutiques pignon sur rue doivent prendre leur place sur le web pour attirer la clientèle en boutique. Puis je pense aussi que la façon d'arriver à garder notre clientèle, c'est d'offrir des services qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc, par exemple, nous, on a le service de couturière, on a le service de nettoyeur en magasin. On fait des emballages cadeaux à la cuisinerie, on reçoit nos clients avec un côté qui est vraiment humain. Donc, je pense que c'est comme ça que je veux poursuivre mon entreprise, puis aussi grandir dans cette lignée-là. Puis, regarder aussi toutes les opportunités d'affaires qui sont ouvertes à nous. M. Corriveau, c'est quoi les enjeux importants pour vous? Vous avez participé à Personne n'en parle en 2019, je crois, un peu sur un sujet similaire. Vous aviez des enjeux à ce moment-là. Est-ce que c'est encore les mêmes? Tout à fait les mêmes. Dans le fond, ce qui est le nerf de la guerre pour les régions, c'est d'attirer et retenir les jeunes, les travailleurs, les jeunes travailleurs, les familles ici. On se fait que dans le fond, je pense qu'on est sur la bonne voie. On a eu des belles annonces là, dans la dernière année là, concernant un complexe culturel et sportif, quelque chose que j'avais mis vraiment beaucoup d'efforts dans le temps que j'étais président de la Chambre de commerce. Ça reste toujours le nerf de la guerre pour les entreprises qui veulent avoir de la croissance. Dans notre domaine, c'est vraiment d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée dans notre secteur qui va nous permettre de faire croître nos entreprises. Ça reste ça. Mm-hmm. Madame Pelletier, vous avez parlé justement du fait que c'était un défi de garder l'entreprise à Saint-Pamphile en tant que telle. Qu'est-ce qui pourrait vous donner un coup de main peut-être? Bien, moi, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, je commence déjà à prévoir ma relève, donc d'attirer les jeunes, de garder les jeunes en région, justement pour prendre la relève d'entreprise. C'est un enjeu, mais l'enjeu majeur dans tout ça, c'est qu'on s'entend que la population en région, en tout cas dans notre région, comme partout ailleurs, est vieillissante. Donc, dans le domaine de la couture, journalier ou des choses comme ça, mais surtout dans le domaine de la couture, je vous dirais que c'est une denrée qui est très rare. On a beau essayer de former nos jeunes à vouloir à les apprendre à coudre, à développer cette passion-là, je vous dirais que c'est un défi énorme. On avait eu quand même un bon coup de pouce avec nos travailleurs étrangers. Le Textile Gauvin a présentement 6 travailleurs étrangers avec les nouvelles mesures que le gouvernement nous a annoncées dernièrement. À la fin des contrats de mes travailleurs étrangers, je vais devoir en résilier 4. Donc, il va m'en rester 2. Là, il est là mon enjeu de ma relève. Oui, je veux essayer de mettre la relève pour garder mon entreprise en région. Je veux apporter de l'automatisation. Je sais que ça va être le nerf de la guerre, mais notre force, c'est d'être capable de vendre des produits fabriqués au Québec, du fabriqué sur mesure. Et c'est ce qui fait qu'on est on est capable d'être compétitif, d'être capable d'être en compétition avec les importateurs, les gros importateurs de Montréal qui sont collés sur le port de Montréal. Mm-hmm. Les containers rentrent direct chez eux. Donc, nous, c'est d'être capable de le fabriquer encore ici à l'usine.
Donc, notre défi est là. Je vous dirais que là, je travaille pour aller un petit peu plus loin dans le processus parce que ça va être le nerf de la guerre pour essayer de garder au moins nos acquis, nos 6 travailleurs étrangers qui sont présentement à l'usine pour garder cette pérennité-là. Parce que je viens d'agrandir l'entreprise, puis je vous avouerai que ça nous apporte certains vertiges et ça nous met peut-être sur pause pour la relève future. Okay. Vous, M. Gauvin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour qu'est-ce Je dirais qu'un enjeu, bien, surtout manufacturière, il faut rattraper au niveau technologique. Il ne faut pas avoir peur d'investir, parce que c'est fait partie de l'avenir, ça. L'intelligence artificielle, tout ça, l'engrenage de ça, c'est un facteur qui va être incontournable. Il faut augmenter notre productivité au Québec. Bon, mais c'est ce qui conclut notre panel de discussion aujourd'hui sur le sujet du reprenariat. Donc, merci beaucoup, M. Gauvin, Mme Pelletier, M. Corriveau et Mme Lebel. Et aussi Mme Carrier du CETEC de vous être joints à nous pour parler de ce sujet-là, qui est vraiment un sujet d'actualité maintenant et pour les prochaines années. Là. Donc, on sait, on l'a dit au début, il y a beaucoup d'entreprises qui doivent penser à leur relève dès maintenant si on veut que ces entreprises-là restent dans la région. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour Personne n'en parle, puis on se revoit au prochain panel.